Le paradoxe du travail, c'est que l'on ne travaille en fin de compte que pour le supprimer, nous enseignait l'écrivain Boris Vian, vous l'aurez compris. Ce soir, c'est bien de l'existence même de ce travail et de ses diversités face à l'automatisation dont nous allons parler. Quelles sont les compétences de l'intelligence artificielle, comment le salariat change, comment le salariat s'effrite, et dans quelle mesure les normes juridiques évoluent, comment nos organisations sont et seront disruptées par l'intelligence artificielle. Un sujet vaste, beaucoup de questions donc, qui seront au cœur de nos débats ce soir. Et afin d'aborder ces questions, j'ai la chance, et nous avons la chance de recevoir 3 intervenants passionnants. Cécile Dejoux, vous êtes professeure des universités au CNAM et professeure affiliée à l'ESCP Europe. En 2015, vous avez créé avec Isabelle Galli, qui est d'ailleurs ici, un lab, le Learning Lab Human Change, qui s'intéresse au futur des entreprises et à l'innovation managériale. Vous êtes aussi une serial entrepreneur, puisque vous avez lancé de nombreux MOOC qui comptent des dizaines de milliers d'inscrits. Alors pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est que les MOOC, ce sont des cours en ligne massivement ouverts et gratuits. Le dernier en date, ça s'appelle le manager augmenté par l'intelligence artificielle. Les inscriptions viennent d'ouvrir et il est accompagné d'un ouvrage qui est coécrit avec Emmanuel Léon et qui est préfacé par Joël Deronet, qui s'appelle Métamorphose des managers à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Et il sortira, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui ou demain. C'est ça. Eh bien, un grand merci d'être parmi nous ce soir, Cécile. Romain Paillard, vous êtes avocat de formation, alors si je ne dis pas de bêtises, en droit des contrats et en droit pénal. Mais surtout, vous êtes le cofondateur avec votre frère Boris de l'école Le Wagon depuis 2013. Alors Le Wagon, qu'est-ce que c'est? Le Wagon, c'est l'école qui permet à tout à chacun d'apprendre le code, non pas celui du travail, mais bien celui qui se cache derrière toutes les applications de notre quotidien. Et pour donner quelques chiffres, Le Wagon, cette année, ce sera 2000 étudiants à travers 27 villes d'implantation dans le monde entier, ce qui est assez impressionnant. Un grand merci d'être parmi nous ce soir, Romain. Je ne sais pas si je suis un gros expert en AI. Et enfin, Jean-Denis Combrexel, vous êtes président de la section sociale du Conseil d'État depuis 2014, mais aussi professeur associé à l'école de droit de la Sorbonne. Et vous étiez précédemment directeur général du travail au ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Vous êtes également l'auteur d'un rapport très connu, le rapport Combrexel du 9 septembre 2015, portant sur la négociation collective, le travail et l'emploi, et remis au Premier ministre. Un grand merci d'être parmi nous ce soir également. Je vous propose de commencer... Merci Valérie. Je vous propose de commencer directement par notre première thématique intitulée Compétences et formations, appréhender la vague de l'intelligence artificielle. Avec une première question assez large que je pense nous nous posons tous ici. Quelles sont les compétences de base de demain? Est-ce que nous risquons tous de devenir dépassés, obsolètes face à l'intelligence artificielle, ou est-ce que finalement l'intelligence artificielle n'est pas un éternel buzzword dont il ne faut pas trop s'inquiéter? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment remercier bien sûr Galatea. Bravo, je suis vraiment toujours impressionnée et puis c'est passionnant de voir des jeunes qui prennent en main des questions essentielles, qui organisent, qui sont dans le faire et qui sont toujours dans le partage. Donc vraiment bravo à cette équipe de passionnés. Et en tout cas, c'est un plaisir et en tout cas un grand honneur de pouvoir être là. Et je voudrais également remercier Nouma qui nous accueille ici, qui est un espace de réflexion, un espace d'action, un espace de formation. Parce que Nouma, c'est vrai qu'au CNAM, on est à quelques pas. Et c'est Isabelle Galli qui est au Learning Lab Human Change, avec qui on a co-créé donc cette chaire partenariale qui m'a fait découvrir un jour. Nouma, il m'a dit viens, je vais t'emmener dans un endroit inspirant. Et c'est vrai que depuis, on vient très souvent et on adore cet endroit. Donc vraiment un grand merci à Galatea et à Nouma. Alors parler de l'intelligence artificielle, c'est pas simple. C'est pas simple, pourquoi? Parce que c'est un peu comme le mot travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde l'étymologie du mot travail, quand on s'intéresse à l'étymologie, on voit que travail, c'est tripalium, d'accord, c'est un pieu à 3 têtes, on voit que c'est zoulos, que ça renvoie à l'esclavage, donc c'est un peu anxiogène quand même le mot travail. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, même si le mot positif intelligence est là, il y a un mot qui nous freine, qui est artificiel, et quand on entend le buzzword, c'est aussi anxiogène. Alors quand on regarde le titre de la conférence et qu'on voit travail et intelligence artificielle, c'est quand même là vraiment une question pas facile, merci Pierre. Donc c'est pas évident parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer?
Et quand on a réfléchi avec Isabelle, avec qui vraiment on fait un travail de co-création, on revient d'une learning expédition aux États-Unis, on essaye vraiment de voir ce qui se passe à la fois au CS Las Vegas et chez nos enseignants-chercheurs à Berkeley, etc. On essaye de leur poser la question sur le travail, le future of work et l'intelligence artificielle. Quand on se pose la question, en fait, il y a un élément essentiel qui est au centre du débat. C'est que depuis la révolution industrielle, le travail égale l'identité de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, vous le savez bien, c'est grâce au travail qu'on a une reconnaissance et une utilité sociale, c'est grâce au travail qu'on peut vivre, c'est grâce au travail qu'on a aussi une valeur psychologique vis-à-vis du collectif. Et donc le travail est quelque part dans le nouveau modèle, dans le modèle du XXe siècle, eh bien un ascenseur pour soi, pour les autres et pour la société. Et donc quand l'intelligence artificielle vient challenger ce mot travail et vient quelque part nous prendre notre travail, eh bien il y a toute une question de l'identité. Mais qu'est-ce que je vais devenir si on me prend mon identité au travers du travail? Et donc le débat, au-delà du débat et de la question du travail et de l'intelligence artificielle, le débat, c'est en fait comment faire pour redonner un sens à 3 éléments clés. Tout d'abord, le premier élément qui est la sécurité. La sécurité, parce que le travail me donne une sécurité bien entendu, vous vous rappelez tous la pyramide de Maslow, une sécurité pour vivre, acheter, vivre, me payer mon loyer, mais puis une sécurité, bien entendu, collective, et puis une sécurité sociale, exactement, et puis ensuite une sécurité par rapport à mes enfants, puisque je vais leur donner un modèle qui va certainement impacter leur choix dans leur propre travail. Donc c'est une sécurité à plusieurs étages. Donc cette sécurité, l'intelligence artificielle dans le débat, nous la remet en cause, la challenge, puisque on nous dit comment cette sécurité peut être redéfinie avec des intelligences artificielles qui peuvent faire notre travail. Deuxième point intéressant, c'est qu'en fait, on est face à l'idée de la reconnaissance. Si le travail demain est différent, si on le fait, comme vous l'avez très bien cité, cet exemple du travail en miettes, explicité par Cassily, cet exemple du plateforme des digital labor, ou peut-être cet exemple du multitravail, qui peut être à la fois un contrat, à la fois une prestation, à la fois un coaching, la reconnaissance, elle se fera comment? Par, bien entendu, la rémunération, par, bien entendu, le droit, et ce que la société va redistribuer aux personnes, et aussi par la reconnaissance dite sociale. Donc on a un vrai sujet qui est le lien entre la reconnaissance, le travail et les intelligences artificielles. Est-ce que demain, elles vont, être évaluées? Comment et pourquoi? Donc là, on a vraiment un sujet essentiel. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les recherches qu'on a menées au sein du Learning Lab nous amènent, et on le développe très largement dans le MOOC et l'ouvrage, nous amènent à 2 convictions, puis j'arrêterai là. La première conviction, c'est que oui, l'intelligence artificielle remplace le manager et les collaborateurs sur certaines tâches. C'est clair, elle sait mieux classer. Elle sait mieux faire des corrélations. Et s'il y a des tâches, vous l'avez évoqué, Julidesc, je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, c'est Inès. Julidesc, alors dans le MOOC, on parle d'un concurrent de Julidesc qui s'appelle Evie. Oui, pour gérer vos rendez-vous, alors que ça vous prend une journée dans la semaine, c'est très intéressant de laisser vos rendez-vous à une intelligence artificielle qui, grâce à la connexion avec un autre Google Agenda, va vous permettre de gérer par mail les rendez-vous avec vos interlocuteurs. OK. Deuxième élément intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut assister le manager, c'est-à-dire faire avec. Et par exemple, sur des sujets comme la gestion de projet, elle va pouvoir vous donner des ordres de priorité où vous timez le temps, où vous donnez les bonnes équipes. Mais c'est là où il faut se concentrer et c'est là où il faut vraiment être vigilant, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir aussi vous permettre de faire de nouvelles choses, de nouvelles tâches, de nouvelles façons de faire votre métier. C'est là-dessus que l'entreprise doit axer justement la formation. Voilà, donc ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est bien sûr qu'il y a des compétences propres, mais je laisse la parole parce que je ne veux pas être trop longue. Oui. Non, je vais réfléchir à un truc à raconter. Alors, la question sur l'intelligence artificielle et le travail. Alors moi, j'ai fait un truc très simple parce que je suis pas un gros expert. On forme des développeurs, donc c'est assez proche effectivement sous certains abords. Et puis j'ai un passé d'avocat effectivement qui me renvoie un petit peu à ces notions de droit, de l'égalité de travail, etc. Cela étant, j'y connais rien, donc je suis allé en parler avec mon associé, mon CTO, qui est un polytechnicien, lui, en lui demandant qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle.
Ce à quoi il m'a répondu dans son jargon extrêmement pragmatique, ça veut rien dire, c'est un buzzword, etc. Enfin, il a été un petit peu moins poli que ça. Et en gros, l'idée c'était de dire, enfin, ce qu'il voulait dire, c'est que l'intelligence artificielle, il y a deux sujets en fait. Il y a la tech, le travail face aux technologies, qui est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est le travail face à l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et globalement, ce qu'on entend par intelligence artificielle, c'est un raccourci pour parler de machine learning. Voilà, très globalement. Et le machine learning, en gros, il y a des espèces de petits sous-branches du machine learning. Il y a les arbres de décision, les réseaux neuronaux. Allez, on va dire c'est les deux grandes sous-branches du machine learning. Voilà. Donc la question du travail et des technologies, c'est une question qui est vieille comme le monde, hein, qui est vieille comme l'innovation. L'innovation, c'est très vieux, paradoxalement. Donc ça a toujours été un vrai sujet. Quand les mails sont arrivés, on s'est dit qu'on travaillerait moins. Enfin, il y a énormément de technologies dont on a toujours pensé qu'elles permettraient de moins travailler, par exemple. In fine, on s'est retrouvé à plus travailler parce qu'on était plus productif. Moi, je rêvais, quand j'étais avocat, de revivre dans un monde où il n'y avait ni fax ni mail, où je pouvais attendre pendant 4 jours qu'on m'envoie des conclusions et partir en vacances. Avec le mail, c'était pas possible. Donc, bon, en gros, la question du travail et des technologies, c'est une question qui s'est toujours un peu posée. Je pense qu'il ne faut pas être trop alarmiste. Aujourd'hui, c'est clairement un outil qui nous est utile et qu'on utilise au quotidien. Et je ne la vois pas trop disrupter nos quotidiens. Je la trouve un petit peu dangereuse, effectivement, comme vous en parliez, quand l'algorithme devient patron. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un chauffeur Uber passe quand même sa journée derrière un écran d'application qui lui dit quand prendre quelqu'un, où déposer quelqu'un et comment aller le déposer. Donc la marge d'autonomie, de libre arbitre et de persona en fait est quand même vachement en train de se réduire dans cette voiture et dans ce qui se passe. Donc ça c'est quand même très triste. Et donc ça je pense qu'il faut y faire très attention. Et du coup, des voitures autonomes, c'est très bien, parce que du coup, ça permet d'arrêter cet abrutissement et cette aliénation un petit peu de l'humain. Après, effectivement, il faut retrouver des emplois à ces gens, mais c'est pas parce que quelqu'un fait un boulot abrutissant et aliénant qu'il faut absolument préserver ce boulot-là. Donc ça, c'est la question de la formation, on en parlera probablement tout à l'heure. Moi, je suis toujours un peu effaré quand on parle du cas des caissières, qui est devenu un cas un peu d'école, de boulots qui vont disparaître. C'est un boulot qui a disparu, et même, si vous creusez un peu plus loin, la caisse a disparu. Donc là, on parle en France de la caissière qui est en train de disparaître. Amazon vient de faire disparaître la caisse. Donc ils sont encore plus loin. Donc oui, c'est sûr que c'est des boulots qui vont disparaître. Après, les caissières, elles ne sont pas designées, programmées, conçues pour être caissières. Elles ont plein de choses à apprendre. Elles peuvent faire plein d'autres choses bien plus épanouissantes. Et ça, c'est un vrai sujet qui est le sujet de la formation. Sur l'intelligence artificielle, il y a je trouve qu'il y a une espèce de vision un petit peu alarmiste qui est que l'humanité, il y aurait une sorte de système de vase communicant en fait. L'humanité serait jour après jour en train de déverser toute sa connaissance dans une intelligence artificielle qui la capterait donc jour après jour pour au final la réutiliser presque contre nous. Voilà, elle apprend et puis un jour elle en saura autant que nous. Ça, c'est partir du postulat par exemple que la connaissance humaine est limitée. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'elle soit limitée. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre aux machines pour qu'elles nous remplacent. Et puis après, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'intelligence artificielle qui sont de l'ordre de l'humain. Je regardais hier ce qui se passait sur les EHPAD et je me disais que typiquement, tous ces gens qui manifestent, ces personnels soignants des EHPAD, ils ne sont pas prêts d'être remplacés par des intelligences artificielles. Il y a des notions d'empathie, de soins, etc., qui sont des choses dont on sait très bien que les intelligences artificielles, que les ordinateurs, les robots, etc., c'était des années-lumière de pouvoir les faire. Et donc voilà, c'était extrêmement pas du tout organisé mon propos. Mais voilà, j'essaierai de structurer mieux mes prochaines réponses, désolé. Oui, bonsoir. Donc moi je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, donc je parlerai avec beaucoup d'humilité de ces questions-là. Dans mon champ, c'est le travail et l'emploi. Et donc la question portait sur les questions de compétences. Et voilà. Je dirais il fut un temps où, alors il ne s'agit pas de dire que les métiers n'évoluaient pas. Il y avait une évolution technique qui était très rapide. Mais disons que quand on se posait des questions de formation, notamment de formation professionnelle, la question c'était, on avait une certaine idée des métiers et de leur évolution.
Et l'enjeu à la fois pour ce qu'on appelle les partenaires sociaux ou pour l'État, et aussi pour les personnes qui étaient directement concernées, c'était d'avoir une formation qui corresponde tant soit peu à l'évolution qu'on devinait, disons, de tel et tel métier. Alors, et je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle révolutionne cette question. Et je pense, là, mais je dis bien, personne ne sait exactement comment ça va évoluer, mais je pense qu'il faut en fait distinguer entre, disons, les métiers qui sont jusqu'à présent peu qualifiés et les métiers qui sont plus qualifiés. Les métiers qui sont peu qualifiés, je pense que ça a été dit, je pense qu'il y en a un certain nombre qui vont sans doute disparaître. Et puis il y en a d'autres qui ne disparaîtront pas, mais une des questions qui sera posée sera de savoir justement le lien, la liberté dont dispose le salarié par rapport aux différents dispositifs d'intelligence artificielle. Donc là, il y a une question. La question que se posent beaucoup de gens, c'est de savoir si, en termes d'emploi, quelles seront les conséquences. Et puis, il y a un deuxième sujet. Alors, vous avez dit que j'étais prof à Paris 1, qui concerne, disons, les métiers qualifiés. Disons, les métiers qui correspondent à la classe moyenne, en quelque sorte, qui, politiquement, socialement, représentent beaucoup de choses en ce moment. Et je pense que sur ces questions-là, alors on va prendre par exemple l'exemple du droit, mais je pourrais prendre un autre exemple qui concernerait les ingénieurs ou qui concernerait les médecins. Il y a toute une série de choses qui, jusqu'à présent, sont traitées par la réflexion et la connaissance. Par exemple, si en ce moment vous vous intéressez aux réformes qui concernent le droit du travail, vous avez des colloques dans tous les sens et des formations qui viennent dire, dans tel cas, maintenant, avant c'était comme ça, maintenant ça sera comme ça. Donc on va parler de rupture conventionnelle collective, etc. Je dirais que très rapidement, maintenant, toutes ces questions-là seront traitées par des mécanismes d'intelligence artificielle. Et donc l'étudiant en droit qui sortira, que ce soit qui deviendra avocat ou conseiller juridique ou peu importe, sa problématique, ce ne sera pas de savoir qu'est-ce qui se passe dans telle et telle situation, parce que la machine, l'algorithme lui dira exactement où on en est. En revanche, ce qui sera attendu du juriste ou du médecin ou de l'ingénieur, ce sera non pas d'être un spécialiste d'intelligence artificielle, mais d'avoir une connaissance suffisante qui lui permet d'ajouter une plus-value par rapport à l'information que lui apporte l'algorithme. Autrement dit, il y a une exigence de ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a des questions de personnes derrière, il y a une exigence de meilleure formation, de plus haute formation. Et donc, là où il y avait ce qu'on appelle des juristes applicatifs, c'est-à-dire qui appliquaient la règle, maintenant, il faudra qu'ils comprennent le sens de la règle et qu'ils dominent la réponse qui est donnée par la machine. Et ça supposera aussi, parce qu'on en parle peu, mais qui est en matière de formation, non seulement qu'il y a une exigence d'excellence, mais une exigence, je dirais, de culture générale. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens soient en capacité de ne pas être prisonniers de leur spécialité, mais d'être en capacité d'avoir beaucoup plus de possibilités de se balader sur les différentes banques de données et autres. J'entends effectivement dans vos trois discours à la fois de la peur et aussi de la complexité vis-à-vis du sujet de l'intelligence artificielle. Je pense que pour l'instant, c'est un petit peu les deux mots-clés. Et cette première thématique est liée à la formation. Alors justement, puisqu'en termes de formation, nous avons ici deux experts, les apprenants que vous recevez, par exemple au wagon, ou les futurs apprenants qui suivront le MOOC de cette année, quelles sont leurs ambitions, leurs objectifs? Est-ce qu'ils viennent justement parce qu'ils ont peur, parce qu'ils craignent l'avenir, ou alors simplement par curiosité parce qu'il faut s'intéresser à ce sujet-là et qu'on en parle partout, ou alors dans ce besoin justement d'évolution professionnelle pour couvrir un petit peu à la suite? Merci. Oui, alors il y a plusieurs points. Le premier point, c'est quelles sont les compétences que l'on doit développer par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un point très important. Et ce qu'on a pu dégager des différents interviews et des différents professionnels dans la recherche en France et à l'étranger, quand on a fait ces learning expéditions, c'est en fait trois choses. La première chose très importante, c'est autant
on acculture et on forme à l'écriture, à la littérature, et on fait des têtes bien faites qui sont lettrées. Autant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il faudra aussi faire des personnes, des compétences liées à la compréhension des datas. On a des illettrés, on aura des innuméristes. C'est vraiment l'illettrisme et l'innumérisme qui seront en fait les deux pendants de cette civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, et c'est très important, que tout un chacun dans nos programmes comprenne qu'est-ce que c'est une data, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire donner une mauvaise data. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui fera des mauvaises intelligences artificielles, c'est parce qu'on les aura quelque part mal nourries. On le voit dans l'exemple de Tay, qui est devenu en fait un chatbot raciste. C'est parce que quelque part, c'est pas le chatbot qui est devenu raciste, c'est qu'en fait on l'a nourri avec des mauvaises données. Donc, comme vous l'avez très bien dit, inconsciemment, on va donner des données. Mais ce qui est important, c'est de faire prendre conscience à chacun ce qu'est une donnée. Et comment cette donnée, elle peut avoir un impact, quand elle est bien entendu, la matière première d'une intelligence artificielle. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui dans nos programmes, c'est qu'on essaye de donner une conscience de ce qu'est la donnée, de ce qu'est le data, sans former jusqu'au code en fait. On fait pas du tout, c'est pas du tout dans l'idée de faire des codeurs ou des développeurs, mais c'est donner un vernis, en fait, une culture de la data. Ça, je pense que c'est très important, même si on n'est pas scientifique. Par exemple, on a créé un diplôme qui s'appelle les humanités numériques au CNAM, où on prend des personnes qui sont en géographie, en marketing ou dans n'importe quelle matière, qui ne connaissent pas du tout les mathématiques au sens pur du terme, ni les sciences liées aux algorithmes. Et en 2 ans, on va leur donner une spécificité pour que dans leur domaine, ils deviennent des transposeurs de la data, mais avec un background totalement, j'allais dire, différent en sociologie, etc. Et donc, ils vont pouvoir repenser peut-être la géographie, la sociologie, le marketing au regard de ce qu'ils auront appris dans les datas. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, tout le monde a sa chance. Mais pour ça, il faut accepter d'avoir une nouvelle compétence qui est la compétence des data. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en fait, on s'est aperçu quand on a fait ces Learning Expeditions, et ça, c'est un élément quand même intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, en France en tout cas, on formait beaucoup les managers à donner des solutions, à essayer de donner en fait, soit des recommandations, soit un feedback. Alors qu'en fait, dès qu'on va travailler avec des intelligences artificielles, ce qui sera important, c'est d'apprendre à poser la bonne question pour que justement, la machine, grâce, bien entendu, à des systèmes d'apprentissage, vous en avez parlé tout à l'heure, puisse proposer des patterns qui sont en fait des scénarios vis-à-vis de cette question. Donc on n'est plus simplement dans une logique je donne des solutions. Quand on est un manager, il faudra apprendre à chacun à savoir poser des questions. Or, savoir poser des questions, c'est pas inné. Ça s'apprend. Et donc, quand on était avec Isabelle à NTU, qui est l'université de Singapour, une des plus grandes universités dans les top 10 du monde, on était toutes les deux très très intéressés quand le directeur du programme du bachelor nous disait que dans les nouvelles compétences qui étaient mises dans le bachelor, justement, il y a celle du questioning, comment poser la question. Donc ça, si vous voulez, c'est intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà de la culture de la donnée, il y a des nouvelles soft skills qui permettront d'interagir avec l'IA. Donc j'en termine par quelles compétences demain ? Alors moi, je peux vous parler de ce que je connais, qui sont, bien entendu, les compétences managériales. Donc tout ceci est explicité dans le MOOC. Dans le MOOC, on développe avec énormément d'exemples, plus de 30 entreprises qui ont la parole et qui vont donner des solutions. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut laisser parler ceux qui font et ceux qui savent. Donc par exemple, M. Bronstein de l'INRIA, qui a fait le rapport sur l'intelligence artificielle, nous explique ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a 2 grandes choses dans l'intelligence artificielle. Il y a les systèmes logiques et les systèmes d'apprentissage. Donc il explique très clairement ce que c'est. Bref, tout ça pour vous dire que dans les compétences managériales, il y a 2 grands axes. Il y a le manager qui va interagir avec l'intelligence artificielle, et pour interagir, il a 3 sous-compétences à avoir. Déjà, il doit savoir bien nourrir la machine, donc informer et donner des datas.
Ensuite, il doit savoir éduquer l'intelligence artificielle et apprendre d'elle. Et enfin, on en parlait, eh bien, il doit savoir quand elle dérive, donc savoir exactement quand il y a des biais et savoir arrêter le système. Parce que ce que sait faire l'intelligence artificielle, c'est surtout de ne pas s'arrêter. Donc ça, c'est le premier corps de compétence. Et le deuxième corps de compétence, c'est comment il va acculturer ses collaborateurs. Donc là, il doit, bien entendu, leur apprendre à poser les bonnes questions. Et ça, c'est vraiment méthodologie. Et puis ensuite, il doit essayer d'amener les collaborateurs à repenser leur valeur ajoutée, parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je peux laisser à la machine en toute confiance, parce qu'elle va me permettre d'être plus performante, de gagner du temps? En quoi elle peut m'assister pour pouvoir faire avec? Et en quoi, moi, je pourrais créer de nouvelles tâches et une nouvelle valeur ajoutée? Et enfin, et c'est là où c'est peut-être le plus magique, essayer de créer des nouvelles équipes où il y aura des collaborateurs et puis des IA avec des robots. Voilà. Donc c'est vraiment les deux grands axes. Et je pense qu'on a une vraie responsabilité collective. Une responsabilité collective qui est d'arrêter d'avoir peur avec l'intelligence artificielle. Parce que dans la presse, quand même, vous l'avez dit, hein, on nous parle vraiment d'une substitution. C'est la science-fiction à portée de main. Arrêtons d'avoir peur dans nos entreprises. Parlons avec nos collaborateurs de l'intelligence artificielle, parce que de toute façon, ils en entendent parler à l'extérieur. Donc au lieu qu'ils s'imaginent des scénarios catastrophiques, expliquons-leur ce que c'est au quotidien, parce qu'il y a déjà des applicatifs, comment, bien entendu, l'entreprise a une réflexion et va dérouler un plan pour embarquer le plus grand nombre, et comment on peut prendre le sujet en main en repensant notre métier, puisqu'on aura compris ce qu'elle sait faire. C'est pour ça que ce MOOC, il est autour de 3 piliers: comprendre, évaluer, agir. Quand je sais ce qu'elle y a et que je sais ce qu'elle fait, je peux agir pour me transformer et ne pas être pris de court. Moi, je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit. Alors nous, on n'est pas du tout, on n'a pas peur de l'IA. Je sais que c'est effectivement une thématique centrale, avoir peur de l'IA, etc. On a certains auteurs récents qui aiment bien annoncer des choses un peu catastrophiques autour de l'intelligence artificielle, etc. Bon, je cautionne pas du tout ça, nos élèves non plus. On est plutôt dans un optimisme vis-à-vis de tout ça. Je vais juste ajouter que nous, en gros, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous venez au wagon, globalement, c'est un peu la même chose. Vous apprenez ce que c'est qu'une donnée, comment la manipuler, donc exactement ce qui a été dit. À ceci près qu'on rajoute la couche donc de développement, donc de programmation, les process. Le problem solving qui va avec, etc. Donc en gros, il y a toute une couche d'automatisation, de process, de logique qu'on rajoute et qu'on va retrouver. En fait, c'est des logiques qu'on va retrouver un petit peu partout dans des mécanismes d'IA, dans des mécanismes de programmation. Enfin, c'est vraiment des logiques qu'on retrouve un petit peu partout. Donc en gros, il y a cette acculturation un peu plus loin d'ailleurs que de l'acculturation. Et après, ça dépend où vous mettez l'IA, mais typiquement, nos élèves sont capables de coder des bots. Par exemple, voilà, si vous codez un bot qui interroge des API en fonction des questions qu'on lui pose, etc., est-ce que c'est de l'IA ? Nous, si vous demandez ça à mon associé, c'est sûr qu'il vous répondra non. Il y a des gens qui vont le vendre comme en étant... voilà. Par ailleurs, l'autre élément aussi, c'est que l'IA, ce qu'on appelle l'IA et la majorité des applications, notamment qui existent en matière d'IA, sont quand même nourries par des humains pendant un bon moment. Donc il y a quand même... L'intelligence artificielle, c'est quand même, pendant un long moment, la somme d'intelligence individuelle. Donc c'est quand même une sorte d'intelligence collective, quoi, qui derrière va s'agréger. Voilà, donc ça vient pas de nulle part, c'est pas créé ex nihilo. Donc il y a quand même beaucoup d'utilisation, d'applicatifs qui utilisent l'humain avant tout, et ça, nos élèves ils le comprennent bien. Ils sont capables de reproduire des outils qui apprennent quand même un peu de tout ça. Bref, donc ça dépend un peu là où on met le curseur de l'intelligence artificielle. C'est un peu, tout est assez relatif en la matière. Voilà, c'est tout. Monsieur Combrexel, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, parce qu'on parle du management, que je voudrais simplement dire, parce que ce que je vais dire n'est pas du tout dans une logique de cantonnement. D'ailleurs, on ne peut pas cantonner l'intelligence artificielle. Mais il y a une profession, par exemple, on en a parlé, les DRH. Les DRH d'entreprise, maintenant, effectivement, c'est une profession où l'intelligence artificielle a tout investi. Donc, quand on regarde des revues qui sont consacrées aux ressources humaines, on a le sentiment que la fonction de DRH, c'est comment gérer au mieux l'intelligence artificielle pour avoir la meilleure gestion possible des ressources humaines.
Je dirais qu'il y a un moment, il y a des choses qui ne relèvent pas de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les enjeux, c'est-à-dire le management maintenant a certes besoin d'intelligence artificielle parce que ça améliore les capacités de gestion des RH et des entreprises dans tous les sens, au profit des salariés. Mais il y a des choses qui dépendent de la qualité des DRH, des conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, de ce qu'ils veulent, de leur vision de l'entreprise, et tout ça n'est pas régi par l'intelligence artificielle. Je dis parce que je ne dis pas du tout que c'est ce que vous vouliez dire, mais il faut faire attention quand même que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui développe les capacités des uns et des autres. C'est pas quelque chose qui absorbe et qui surtout évacue tout l'aspect humain de certaines professions, parce qu'au contraire, je pense que les questions de management de proximité, de capacité à appréhender, et l'empathie et la capacité de négociation, c'est des choses qui sont maintenant essentielles. Et je pense que la fonction de DRH, par exemple, on pourrait développer, et il devrait beaucoup réfléchir à ces questions-là en ce moment. Peut-être qu'ils ne réfléchissent pas suffisamment.